j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude et surtout que vous êtes prêts pour le passage à 2023. Et j'espère surtout que vous avez passé une bonne année 2022. Moi je vous retrouve pour faire du coup, comme l'indique très bien le titre de cette vidéo, un petit bilan, puisque je me suis dit que voilà, on allait remettre les compteurs à zéro. Avant ça, petit bilan, mes meilleures lectures, mes moins bonnes lectures, celles auxquelles malheureusement j'ai le moins accroché, puisque oui ça m'arrive quand même, même si je suis très bon public. Et je voulais aussi vous remercier puisque 2022 a été une année très chargée pour moi. Très compliquée aussi, hein, je vais pas vous mentir, j'essaye de garder le sourire, de pas trop transmettre ça sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu des moments quand même assez difficiles parce que j'essaye de faire trop de trucs, tout simplement, parce que concrètement cette année j'ai cumulé 3 jobs, j'ai quand même essayé de voir mes amis, ma famille, de dormir un petit peu, de lire toujours plus, bref, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, c'était compliqué. Je ne sais pas ce que me réserve 2023, mais je pense que ça va être tout aussi compliqué, mais tout aussi exaltant. En tout cas, je l'espère, puisque quand même en 2022, j'ai sorti mon 2e roman, on a fait plein de choses pour le lancement, j'ai écrit un nouveau roman, j'ai lancé ma chaîne YouTube, enfin voilà, il s'est passé quand même des choses assez ouf, je n'en reviens pas d'avoir réussi à faire tout ça, c'était des choses qui me tenaient à cœur, c'était des rêves, c'était voilà, des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, mais je l'ai fait, et merci à tous d'avoir été au rendez-vous, de m'avoir soutenu, de m'avoir encouragé, de m'avoir envoyé des vagues d'amour comme ça, là, boum, boum. Bref, voilà, c'était juste un petit message pour vous dire merci d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide, ça me booste, ça me motive. Même quand c'est compliqué, je sais pourquoi je le fais et du coup forcément, je le fais avec beaucoup plus d'entrain, donc merci beaucoup pour tout. Bref, fin de la séquence chamallow-mallow. Et on va commencer directement parce que je pense que j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer dans cette vidéo. Je vais commencer par le négatif, comme ça on restera sur une touche positive à la fin, en vous parlant de ces livres qui ne m'ont malheureusement pas vraiment convaincue cette année. Alors pour des raisons évidentes, vu que je n'ai pas aimé ces livres, je m'en suis débarrassée. Donc je n'ai pas les couvertures, je vous montrerai de toute façon la photo par ici. Et on commence avec Vous êtes sur le portable de Sam. Parce que on m'avait vendu du rêve de ouf, on m'avait dit ce livre va te briser le cœur. Et moi, j'étais en mode mais let's go. Mais let's go, j'adore chialer à cause de mes lectures, donc j'étais hypée de ouf. Pour ceux qui ne savent pas, Vous êtes sur le portable de Sam, c'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai déjà oublié le prénom, je suis désolée, qui vient de perdre son petit ami. Elle est vraiment dévastée, elle prend son téléphone, elle lui laisse un message et en fait il répond. What the fuck, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a toute cette question de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est de la magie, est-ce qu'elle est en train d'halluciner, est-ce que ça fait partie de son processus de deuil, est-ce qu'il va continuer à lui répondre indéfiniment, est-ce qu'elle va pouvoir passer à autre chose si elle continue à lui parler, enfin vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Le résumé me vendait beaucoup du rêve, on m'avait promis que j'allais chialer ma vie, on m'avait même envoyé un paquet de mouchoirs avec, et malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi. L'histoire est très touchante, hein, je vous dis pas le contraire, c'est horrible, surtout qu'ils sont très jeunes, donc tu te dis putain mais si jeunes, et je suis vulgaire, arrête de dire des gros mots. Tu te dis oh là là, diantre, ils sont si jeunes et pourtant déjà frappés par la vie, bref. Mais je sais pas, il y avait une distance dans le style d'écriture, dans les personnages, je me suis absolument pas attachée à eux. Et du coup, oui, j'avais conscience que ce qu'ils vivaient était horrible et que c'était très triste et très émouvant, mais j'étais pas dedans, j'étais pas avec le personnage, donc bah ça ne l'a pas fait pour moi et j'ai même pas versé une petite larme, donc forcément j'étais un peu déçue. Je passe pour une personne horrible à dire ça, mais voilà. Après, évidemment, je le précise maintenant, je le redirai pas, mais c'est évident. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer, ou que vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé, bah, vous l'avez lu, vous avez kiffé, ça a été votre coup de cœur, etc. Franchement, du moment que c'est fait respectueusement, moi ça ne me gêne pas du tout d'échanger là-dessus. C'est juste que voilà, moi perso, j'ai pas accroché. Ça arrive, bref, on enchaîne. On m'avait aussi vendu beaucoup de rêves avec le livre qui s'appelle 6 mois par an. C'est l'histoire en fait de 2 jeunes filles qui se rencontrent, qui tombent amoureuses. Donc je me suis dit, une petite romance trop chou et tout, parce que en plus, romance contrariée, en fait il s'avère que un matin, elle se réveille, il y a une des filles qui a disparu et personne ne se souvient d'elle en fait. À part sa copine, personne ne se souvient de l'avoir vue la veille, personne ne se souvient que ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Enfin bref, tu te dis, what the fuck, again. Et ben en fait non. Enfin, oui, si tu te dis un peu what the fuck, mais pour moi le roman il était très lent. Il était pareil, avec un style assez détaché. Je me demande si c'est pas les traductions qui font ça peut-être, mais pour moi le style était détaché, du coup j'étais pas du tout avec les personnages. Je trouvais ça limite redondant, enfin on avait toujours un peu ce même schéma. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher, je me suis forcée à le finir. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, il y a les petites explications. Ouais, mais bon, j'avais envie de dire tout ça pour ça, non, franchement, j'ai pas été hypée. J'ai même été déçue, du coup, sinon il serait pas dans ce top 10 de mes déceptions. Après ça, j'ai lu Les Suprêmes.
Et c'était pareil, mais là, dès le début, j'ai senti que ça n'allait pas le faire, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui rejoint une école de magie. Alors, sur le principe, c'est très classique. Elle va rejoindre l'école de magie, elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, elle va découvrir des secrets. Voilà, il y a l'ennemi qui n'est pas vraiment un ennemi. Vous connaissez, quoi. Je me suis dit, ok, ça a l'air très cliché, ça a l'air très bateau, mais pourquoi pas, si l'univers est bien fait, si les personnages sont bien faits. Et bah non. Et bah pas pour moi, je n'ai pas trouvé du tout ça intéressant, vraiment, je suis désolée de le dire. Je me suis forcée à le finir, j'ai lu en diagonale à la fin. Tout était cliché, et pourtant le cliché, moi, ça me gêne pas habituellement, mais là, vraiment, j'ai pas pu. Je voyais pas l'intérêt à cette histoire. La couverture était jolie, mais vraiment, non. Après, il y a le petit plot twist à la fin. Même ça n'a pas réussi à me convaincre, parce que je me suis dit, bah ouais, mais non, en fait. Enfin, s'il y a que 2 phrases intéressantes à la fin, ça va pas le faire, les gars. Je suis vraiment horrible, désolée. Après ça, j'ai voulu tenter l'Odyssée, puisque on me promettait une réécriture de l'Odyssée, mais version féministe, version badass, etc. etc. Moi, la mythologie, vous savez que je suis là pour ça. C'est ma passion dans la vie, mythologie grecque en particulier. Donc j'ai foncé, évidemment, j'ai foncé. Et j'étais très déçue, puisqu'en fait, ça n'apporte rien de nouveau à l'histoire de l'Odyssée. C'est les histoires des femmes dans l'Odyssée, donc déjà qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Une fois que tu as fait Circé, Pénélope, bon bah voilà, tu as plus ou moins fait le tour. Et en plus, là, c'était même pas leur histoire, c'était leur histoire sous le prisme du regard d'Ulysse, du coup. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris l'intérêt de ce livre, en fait, puisque pour moi, c'est une énième présentation de l'Odyssée. On nous vend un truc féministe, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, j'ai lu des livres beaucoup plus féministes sur le sujet, je sais pas, peut-être que je m'attendais à un truc beaucoup plus ouf, mais en tout cas, j'ai été déçue. Après, ça reste une réécriture de l'Odyssée, donc si ça vous intéresse, bah, voilà. Après, on arrive au moment de l'été et il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Float. La couverture est vraiment trop trop cute et je me suis dit waouh, ça a l'air beaucoup trop chou, petite romance. Il faut savoir que juste avant, j'avais lu une autre romance un peu dans les parutions de chez Hachette qui avait l'air d'envoyer à peu près les mêmes vibes et ça a été un coup de cœur. Je vous en reparlerai du coup dans la suite de la vidéo. Donc je me suis dit bah vas-y, on continue sur la lancée. Hachette, envoie-moi du rêve. Et bah non, Hachette m'a pas envoyé du rêve sur ce coup malheureusement puisque j'ai trouvé que c'était cliché, que ça allait trop vite, que c'était cucu. En fait, il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque, je crois, chez son père ou chez sa mère. Enfin, en tout cas, ses parents sont séparés. Et elle va chez quelqu'un d'autre. Voilà, une histoire comme ça. Elle débarque du coup en Californie alors qu'elle vient d'Alaska. Elle sait pas nager, elle sait pas surfer. Le voisin d'en face, évidemment, il est hyper mignon, mais c'est un gros con. Sauf qu'ils vont se rapprocher, il va lui apprendre à nager, etc., etc. Oui, sur le principe, oui, peut-être que j'aurais lu cette histoire il y a 5 ans. Pourquoi pas? Sauf que là, vraiment, j'étais en mode oh là 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 là. Le mec, qui lui adresse la parole 2 fois, et c'est pour l'insulter 2 fois, elle est in love de lui. J'ai envie de te dire non, meuf, respecte-toi, je sais pas, fais un effort, essaye de. Voilà. Alors, je veux bien qu'il soit super canon, hein, mais déjà, vous avez 17 ans, donc bon. Calmons-nous sur le grand amour. Enfin bref, je pense que vous avez saisi l'idée, c'est une petite déception malgré la couverture très très belle et la vibe un peu surf, vacances, été qui était plutôt cool mais qui n'a pas suffi pour moi à remonter un petit peu tout ça. Petite déception aussi avec la saga City of Villain, puisque en fait, quand j'ai vu de quoi ça parlait, je me suis dit mais let's go, l'histoire des méchants et de pourquoi et comment ils sont devenus méchants, les méchants Disney. Je trouve ça ouf, moi j'adore ces concepts parce que tu te réveilles pas un matin en disant tiens, je vais dépecer 50 000 chiots là. Non, c'est qu'il s'est passé un truc dans ta vie pour que tu sois aussi dérangé, tu vois. Du coup, je voulais vraiment savoir comment les méchants en étaient arrivés là. Là, on suit Ursula, le capitaine Crochet, Maléfique et la Reine de Cœur. Et je me suis dit, mais vas-y, let's go, envoie-moi du rêve et tout. En plus, ça commençait bien, l'univers était assez original, ça se fait progressivement, enfin... Voilà, il y avait ce côté pas du tout manichéen qui me plaisait beaucoup. Et en fait, après, c'est parti en cacahuète, mais d'une puissance, les gars. J'ai quand même lu les 2 tomes qui sont sortis, parce que je voulais voir si, voilà, si c'était le temps que ça se mette en place. Mais en fait, non, c'est juste que l'histoire était décousue, on savait pas où on allait, il y a des histoires de disparition, mais tu comprends pas trop pourquoi. Après, en fait, ils ont pas vraiment disparu. Enfin, non, enfin voilà, non, en fait. Pardon, mais non. Et là, c'était assez frustrant parce que, contrairement à d'autres où j'avais pas trop d'attentes, donc bon, j'ai été un peu déçue, mais c'était pas non plus... Bah là, en fait, je m'attendais à quelque chose et j'attendais un univers cool, j'attendais des rebondissements, j'attendais des personnages badass et en fait, bon, pas tellement. Après, j'ai lu Max Talent et là, le concept était cool, mais c'était juste beaucoup trop tiré par les cheveux pour moi. C'est l'histoire d'une ado qui vit à New York dans un foyer et en fait, un jour, totalement par hasard, elle se retrouve à une audition. Et en fait, elle va mitonner parce qu'elle sait faire que ça, c'est sa spécialité, mitonner dans la vie. Et elle va tellement bien mitonner qu'elle va être prise dans cette école, sauf que bah, bien sûr, après, ça va entraîner des mensonges et des mensonges et des mensonges. Sur le principe, c'était plutôt cool, mais en fait, il y a plein d'éléments de l'histoire qui venaient se rajouter
sans que j'ai compris l'utilité. Pour moi, ça rajoutait juste des clichés, des situations carrément tirées par les cheveux, totalement improbables. Alors certes, il y avait un peu d'humour, mais j'ai pas vraiment apprécié voilà, l'intrigue de manière générale, et la manière dont certains personnages étaient traités, ça me semblait un petit peu limite parfois. J'ai vu des retours qui allaient dans ce sens aussi par des personnes qui étaient beaucoup plus concernées que moi, donc voilà. Je vais pas m'apesantir dessus parce que je suis pas la mieux placée pour en parler, mais j'ai pas particulièrement kiffé. Après, le format était original parce que c'était fait un peu sous forme de pièce de théâtre avec des didascalies, tout ça, donc bon, ça c'était cool, mais je pense que j'en garderai pas un souvenir impérissable. Et enfin, j'ai lu Dans le bleu, un roman et surtout un auteur dont on m'avait dit beaucoup de bien, puisque j'ai une de mes collègues qui était trop fan de cet auteur. J'avais plutôt hâte de découvrir sa plume, et je me suis dit, bah vas-y, ça c'est son nouveau roman traduit, on y va. Le sujet avait l'air très touchant, puisque c'est l'histoire d'une fille qui a un accident de voiture, je crois qu'elle perd sa famille d'ailleurs dans cet accident de voiture, et elle a beaucoup de mal à s'en remettre, et surtout elle a beaucoup de mal à se défaire de son addiction à la morphine, à tous les médicaments qui en fait l'envoient dans le bleu, donc dans cet état un petit peu comateux où elle n'arrive à plus rien ressentir et donc à oublier toutes les horreurs qui lui sont arrivées. Sur le principe, waouh, c'est le genre de roman très touchant qui te fait pleurer, qui te brise le cœur, tout ça, tout ça. Bah en fait, je sais pas du coup si c'est moi qui suis pas faite pour le style de l'autrice ou si c'est ce roman en particulier, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. J'ai trouvé que c'était très long, très lent. Je me suis pas vraiment attachée au personnage malgré les choses horribles qui lui arrivent. Hein. Je me considère comme une... Je sais plus du tout où j'en étais, puisque comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai été interrompue par le facteur. Je parlais de Dans le bleu. Je pense que j'avais presque fini. En gros, j'ai pas accroché. Je pense que vous avez compris le principe. Je lirai quand même d'autres livres de l'auteur pour essayer, pour voir si c'était ce livre en particulier ou si c'est son style définitivement qui ne me convient pas. Mais en tout cas, voilà, petite déception malheureusement. Et voilà, c'était donc les 10 livres auxquels je n'ai pas trop accroché en 2022. Il y en a d'autres hein, que j'ai aimé moyennement ou voilà, qui m'ont pas laissé une grande impression. Je voulais pas non plus que ça dure 4 heures et que je descende 50 bouquins, donc je suis allée assez rapidement. Je pense que je préfère me concentrer sur ceux que j'ai kiffé en 2022. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai sélectionné 25 livres du coup. Donc let's go pour mes 25 meilleures lectures de 2022. J'ai commencé très fort en lisant Une dose de rage qui est sortie tout début d'année aux éditions Nathan. Ce livre m'a bouleversée, il m'a brisé le cœur, il m'a retourné le cerveau. C'est une histoire hyper touchante, assez dure, qui est bien pour des ados, genre vraiment 14+, pour moi en tout cas. Hein. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est quand même, ça aborde des sujets quand même difficiles. Ça parle de Donis qui a 18 ans et qui vit dans une réserve autochtone aux États-Unis. Et en fait, il y a de la drogue qui circule. Du coup, la police intervient pour mener une enquête et elle va se retrouver mêlée à cette enquête. Il faut savoir que Donis, elle est autochtone par son père, mais blanche par sa mère, et du coup, elle est un petit peu entre les deux communautés. Elle essaye de lier un peu ces deux parties de sa vie. C'est une histoire qui est extrêmement touchante, qui est très importante aussi, parce que ça aborde plein de sujets que personnellement, je ne connaissais pas sur les communautés autochtones aux États-Unis, et que je pense on est nombreux à pas connaître. C'est une pépite. C'est écrit d'une plume magistrale, c'est bouleversant, c'est très dur aussi, il y a pas mal de trigger warning parce que du coup ça parle de drogue, ça parle de violence sexuelle, ça parle d'agression, ça parle de racisme, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas une lecture facile, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bouleversante, franchement les gars, on y va. Je sais pas, je me suis fait une envolée lyrique là, on y va en plus, c'était une conclusion nulle, mais on y va quand même, s'il vous plaît. Après ça, j'ai lu, et du coup, un petit peu avant qu'il sorte en français, j'ai lu Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. Je l'ai lu donc en anglais. Il se lit très bien. Le style est très simple. Si jamais vous voulez lire en anglais, franchement, n'hésitez pas, ça se lit tout seul. Mais comme je vous disais, il est aussi sorti en français. Et là, moi, j'ai craqué parce que je suis fan de Nicolas Yoon. Je crois que j'ai lu tous ses romans, en tout cas tous ses romans young adultes, que ce soit Everything ou The Sun is also a Star. Enfin bref, j'ai adoré à chaque fois parce que c'est très original, c'est bien écrit, les personnages sont très attachants. Et là, c'est l'histoire de Evie qui, depuis que ses parents se sont séparés, ne croit plus du tout en l'amour alors que c'était une inconditionnelle romantique avant ça. Et là, elle se balade. Voilà, c'est un peu flou dans ma tête, mais elle se balade, elle tombe sur un livre, elle lit le livre. Et en fait, après la lecture de ce livre, à chaque fois qu'elle regarde un couple, elle peut voir comment ils vont se séparer ou comment leur histoire va se terminer ou non. Ça renforce encore plus son envie de ne pas du tout s'attacher. Sauf qu'elle va, en parallèle de ça, essayer de rapporter le livre qu'elle a trouvé à l'endroit où il appartient. Et c'est une académie de danse. Elle va rencontrer un homme. Il s'appelle X. C'est son prénom, enfin c'est un diminutif, enfin bref. Et ils vont se rapprocher, enfin voilà, il y a ce côté vraiment romance, mais il y a aussi ce côté très contemporain et très reconstruction après la séparation de ses parents. Il y a une petite pointe du coup de fantaisie qui n'est pas vraiment expliquée, mais qui est absolument géniale, genre ça ajoute un vrai plus à l'histoire. Et je vais pas vous mentir les gars, moi je lisais, j'étais en mode ouais, j'adore et tout.
T'arrives à un moment de l'histoire, mon cerveau, il s'est retourné. Franchement, je vous mime la scène. J'étais comme ça, je lisais, j'étais en mode... Quoi? Non, je l'ai pas fait, mais j'étais pas loin. Il y a le plot twist du futur. Je crois que c'est un des plus gros plot twists que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'avais pas vu venir. Il m'a vraiment brisé le cœur. L'histoire est très très touchante. C'est très très bien écrit. Vraiment, les gars. Je vais pas faire ça à chaque fois quand même. On y va, on y va. Puis j'ai retrouvé le style de la Queen Laura Wood, puisque vous le savez déjà, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Sous un ciel d'or, et là c'est du coup le tome compagnon Sous des flocons d'argent, qui se concentre sur la sœur de Lou, qui est l'héroïne de Sous un ciel d'or. Donc on peut lire les 2 tomes séparément. Je vous conseille quand même de commencer par Sous un ciel d'or, parce que sinon ça va vous spoiler des éléments. Et surtout Sous un ciel d'or est une telle pépite que vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Mais en tout cas là, on est dans les années 1930. Ouais, 1931. Wouhou, quelle mémoire, Marie. Et on suit Freya qui, elle, a un rêve, c'est de devenir actrice. Du coup, elle quitte son petit village de Cornouailles sans prévenir ses parents en plus. Elle s'incruste à Londres chez sa sœur et surtout, elle va se retrouver à faire du chemin avec une troupe de théâtre. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'en fait, objectivement, il se passe pas grand chose d'autre dans le roman parce qu'en fait, c'est plutôt la découverte de Freya du monde en dehors de son village, de ses rêves, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle est vraiment, les rencontres qu'elle fait. C'est un très très beau roman, c'est une plume absolument magnifique puisque comme dans Sous un ciel d'or, il se passe pas grand chose en fait, mais l'ambiance est tellement incroyable que c'est impossible de lâcher le roman. Et en plus, petite touche superficielle, mais regardez-moi ces couvertures. S'il vous plaît, celle-ci est magnifique et Sous un ciel d'or est tout aussi belle. Cette vidéo va durer 4 piges, j'en suis sûre. Autre coup de cœur, Sois beau et tais-toi, qui est paru aux éditions PKJ. C'est l'histoire de Daniel, qui est absolument magnifique, mais du coup il est tellement beau qu'en fait personne ne le prend au sérieux en se disant il est beau, il est forcément bête. Sauf que Daniel, il veut prouver que non, et surtout il va rencontrer en fait une jeune fille qui s'appelle... Ah, j'allais dire, ils ont pas marqué, eux aussi ils ont marqué jeune fille, mais non, c'est marqué Bisma. Et en fait, c'est l'histoire d'un mariage arrangé, sauf qu'en fait, il y a des secrets et des valises un petit peu lourdes des 2 côtés. Donc ça va pas forcément se passer comme les parents l'ont prévu, mais en tout cas, ils vont se rapprocher. Et lui, il va lui demander de l'aider à réussir un exposé pour montrer qu'il n'est pas simplement a pretty face. D'ailleurs, je crois que c'est le titre en anglais, non? More than a pretty face ou something like this. Oui, c'est ça. More than just a pretty face. Boum, bébé! La meuf, elle est incapable de se souvenir du nom des personnages, mais alors par contre, le titre en anglais, let's go. Savoir inutile. C'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît, parce que dit comme ça, l'histoire paraît peut-être un peu cliché, mais c'est très profond, les personnages sont très très attachants, c'est super beau et c'est plus engagé aussi qu'il n'y paraît. Bref, une pépite. Et sachez que début 2023, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais un nouveau roman de l'auteur sort, donc franchement, découvrez celui-ci, puis découvrez Danse avec moi qui sort très bientôt chez PKJ. Toujours chez PKJ, j'ai lu et adoré Un si joli désastre qui est sorti du coup, je crois en avril, une pépite. Imaginez Grise qui rencontre Glee avec un côté les rom-coms qu'on peut voir à la télé, c'est hyper bien écrit. C'est l'histoire de Holly qui rencontre Will pendant les vacances, ils tombent amoureux, ils sortent ensemble pendant les vacances, sauf que à la rentrée, ils décident de se séparer. En fait, plot twist, ils vont se retrouver dans le même lycée. Sauf que si Holly a fait son coming out, ce n'est pas le cas de Will et du coup Will ne veut pas que ça se sache. C'est, alors dit comme ça, je sais que ça paraît un peu cliché, mais il y a le sportif, il y a le musicien, il y a la relation secrète, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît là aussi, puisqu'il y a toutes les histoires de famille des 2 côtés, il y a leur relation qui est absolument magnifique, c'est très bien écrit, c'est vraiment vraiment cute, et j'ai découvert du coup Sophie Gonzalez avec ce roman, j'en ai lu un autre d'elle du coup cette année, j'ai tout autant adoré. On y va. Un petit peu de fantastique, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça depuis le début de l'année, c'est étonnant me connaissant, mais du coup j'ai lu La Reine des Ombres qui est sortie aux éditions Stardust. Je suis la première surprise d'avoir aimé, je vais pas vous mentir. J'avais lu du coup Daughter of the Pirate King de la même autrice en anglais quand il est sorti, donc il y a déjà un moment. Je savais que son style, son imagination, ses romans, etc. étaient bourrés de clichés, je le savais. Du coup, peut-être que parce que j'étais préparée, ça ne m'a pas dérangée. Avec le recul, quand je repense, je me dis, ouais, quand même, c'était un peu abusé, les clichés, les trucs un peu gros, un peu tirés par les cheveux, le côté, ouais, je suis trop badass, je suis vraiment la plus badass et tout. Voilà, il faut être prévenu quand tu te lances dans l'histoire, mais moi, je le savais et du coup, ça ne m'a pas dérangée. J'ai adoré, adoré. C'est l'histoire d'Alessandra, qui est une jeune femme déterminée à poser son cul sur le trône, hein, excusez-moi du terme. Et en fait, pour ça, elle a besoin de se rapprocher du roi des ombres, qui est le grand roi très méchant, avec un pouvoir. Les ombres, elles peuvent te toucher et te tuer. Enfin bref, en gros, c'est le méchant de l'histoire. Donc elle veut l'épouser pour devenir reine. Et après, squeak, on le tue et on devient reine. On peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'ambition. Sauf qu'évidemment, son plan ne se passe pas tout à fait comme prévu. C'est cliché,
C'est tiré par les cheveux, mais c'est hyper addictif, très très original. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Voilà, je ne le dis même plus, vous savez ce que ça signifie. Autre énorme coup de cœur de cette année, toujours chez PKJ, il s'agit de Vanya et le loup de Margaret Owen. J'ai lu Merciful Crows de la même autrice, c'est une duologie qui est absolument incroyable. Du coup, j'avais hâte de retrouver son style d'écriture et franchement, celui-ci est encore meilleur, absolument incroyable. Il est par contre très difficile à résumer. Du coup, en attendant de rassembler mes esprits, je vais quand même vous montrer les illustrations qu'il y a dans le roman. C'est une bricasse, hein. C'est une grosse bricasse, mais au début de chaque partie, en fait, il y a donc la page qui annonce la partie et derrière une illustration. Et c'est hyper beau et surtout la construction est très originale puisqu'en fait au début de chaque partie, on a une partie de l'histoire, du passé de l'histoire, qui est racontée sous forme de conte. J'ai trouvé que c'était aussi original dans la forme que dans le fond. Les personnages sont incroyables, l'ambiance est incroyable, c'est une pépite absolue. Vraiment un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Et c'est l'histoire de Vanya qui est une orpheline qui a été abandonnée sur un chemin pour être prise en charge par la déesse de la mort et de la fortune. Donc, bon, déjà de base c'est pas la fille lambda, tu vois. Sauf qu'en fait quand elle a atteint un certain âge, on lui a dit bah maintenant il faut que tu choisisses, est-ce que tu veux servir la mort ou la fortune, ou la chance quoi. Donc elle a pas trop envie de choisir, tu vois, c'est un peu comme quand toi tu arrives à la fin du lycée et qu'on te dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Toi t'es jeune, toi tu veux vivre ta vie tranquille, tu vois, tu veux pas choisir, tu veux pas t'enfermer dans un truc. Je suis allée beaucoup trop loin dans la comparaison. Du coup, elle décide de quitter ses deux mères en leur disant bah, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle se met au service, bah, un peu contrainte et forcée, hein, mais au service d'une famille de nobles. Et bah, c'est à partir de là que tout part en cacahuète puisque elle est pas très bien traitée dans cette famille. Ce qui fait qu'au moment où la jeune fille de la famille qu'elle sert doit être envoyée pour épouser un prince, un duc, je ne sais plus, enfin quelqu'un d'assez riche et d'assez haut placé, et bien elle va échanger sa place avec elle au moyen d'un petit artefact magique et elle va du coup prendre la place de la princesse alors que la princesse devient la servante. À côté de ça, elle va mener une double vie en tant que super voleuse, etc. Sauf qu'un jour tout va la rattraper, il y a une malédiction qui lui tombe sur le coin du front, il y a un policier qui enquête sur elle, il y a ses mères adoptives qui lui disent bon bah c'est bon maintenant faut choisir. Il y a la servante qui refait surface, enfin la servante princesse du coup, enfin bref, tout lui tombe dessus au même moment et ça fait un roman absolument incroyable, vraiment. Je sais que je le résume mal, je sais que vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, mais c'est une pépite absolue. On change de registre, j'ai lu et adoré À un cheveu de Maëlle Desarts. Pareil, je vous en ai parlé déjà à de nombreuses reprises, donc je vous laisserai aller voir, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, pépite, c'est drôle, c'est touchant, c'est hyper bien écrit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui souffre d'alopécie et qui du coup a été harcelée dans son lycée à cause de ça. Donc toute sa famille déménage pour lui permettre de prendre un nouveau départ. Et elle décide que pour avoir un nouveau départ vraiment efficace, eh bien, il faut qu'elle cache son alopécie. Donc elle met une perruque et elle cache à tout le monde qu'elle n'a plus de cheveux. Sauf que bien sûr c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de mentir à tout le monde, elle se rapproche de certaines personnes, il y a une petite romance, est-ce qu'elle a vraiment envie de cacher qui elle est, est-ce qu'elle devrait vraiment devoir cacher qui elle est, enfin vous voyez, il y a toutes ces questions qui sont abordées, on parle aussi de harcèlement, on parle d'amour, de famille, etc. Il est vraiment magnifique, et toujours avec ce style de l'autrice qui est absolument incroyable. Cette année j'ai aussi découvert La plume d'Amandine Peter et j'ai adoré. Donc d'abord j'ai commencé avec De brume et d'opale qui est une pépite de fantaisie. Ça mêle la romance, ça mêle les trahisons, il y a même des pirates, il y a un univers de magie qui est très original et vraiment c'est incroyable, très bien écrit, très original et addictif, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça fait jamais de mal d'en rajouter une petite couche. En fait, on est dans un monde où la magie s'inhale, ça fait comme des petites boules que tu, que tu respires. Fait une brume, quoi, tu vois, la brume magique. Et du coup, ça peut développer tes pouvoirs, genre tu peux être plus rapide, tu peux être plus intelligent, enfin bref. Et Razel, elle est espionne, elle rêve de devenir alchimiste pour justement pouvoir créer un peu cette petite brume, enfin en tout cas la travailler. Sauf que pour sa dernière mission, elle doit espionner le pirate sans nom qui est vraiment un fléau puisque c'est un hors-la-loi qui met des bâtons dans les roues à tout le monde. Et bien sûr, en infiltrant son groupe, eh bien, elle va apprendre plein de choses, elle va rencontrer plein de personnes. C'est vraiment hyper addictif. Je vous en dis pas plus, mais tout est là. Comme je vous disais au début, il y a trahison, il y a la romance, il y a les personnages vraiment cool, il y a le brisage de cœur. On sait.
Comme chaque année, j'ai aussi lu le roman de Marie Vareille et comme chaque année, c'est un coup de cœur puisque là, ça tire sur le roman un peu psychologique, un peu thriller même sur certains points puisqu'on va suivre un groupe d'amis dont l'une d'entre elles en fait a disparu il y a 15 ans, personne n'a su pourquoi, personne n'a su comment et là, l'affaire refait un petit peu surface et du coup, ça va révéler plein de choses du passé, est-ce qu'elle a vraiment disparu, est-ce que personne n'est vraiment au courant de quoi que ce soit, qu'est-ce qui a pu déclencher en fait cette scission dans le groupe de filles qui étaient extrêmement liées. Tiens, c'est quoi ça ? Un marque-page. C'est un des romans les plus addictifs que j'ai jamais vu. C'est assez difficile parce qu'il y a quand même pas mal de triggers. On parle de violences sexuelles, on parle de traumatisme, on parle de disparition, de deuil. C'est pas toujours très facile, mais c'est tellement bien écrit. Il y a des passages qui vraiment m'ont mis les larmes aux yeux. C'est une pépite absolue, mais comme toujours avec Marie Vareille, donc j'ai déjà hâte de lire son roman de cette année et de devenir encore un petit peu plus fan de cette autrice. J'ai ensuite craqué sur la couverture de La plus cool des libraires de Abby Waxman. C'est une édition un peu spéciale chez... Ouais, une édition collector au tirage limité chez Hauteville. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis dit, oh, ça a l'air plutôt cool, c'est l'histoire d'une libraire, elle a sa petite vie tranquille, elle est très casanière, rien ne lui fait plus plaisir que de lire, etc. etc. Sauf qu'en fait, son père qu'elle ne connaît pas meurt, et du coup, elle découvre... Il meurt ? Oui, c'est ça. J'ai eu un doute d'un coup, mais du coup, elle va quand même être amenée à rencontrer la famille de son père et ça va un peu bouleverser son quotidien. En plus, à côté de ça, il y a un mec qui semble s'intéresser à elle et elle perd tous ses moyens parce qu'elle n'a pas l'habitude. Bref, je me suis dit, ce roman est pour toi et j'avais raison parce que j'ai adoré. C'est bourré d'humour, c'est bourré de situations toutes plus drôles les unes que les autres et en même temps, ça réussit à être très touchant, une très très belle histoire. Je pense que ça plaira forcément aux libraires, mais ça plaira aussi à tous les amoureux des livres. Il y a la petite romance qui va bien, les personnages sont hyper attachants, on fonce, on y va, on n'hésite pas, on lit La plus cool des libraires. En plus, si vous arrivez encore à choper cette édition, regardez comme elle brille. Waouh! Et puis j'ai lu The Spanish Love Deception et c'est là qu'a commencé mon obsession pour les romances déjà, parce que jusqu'à présent j'en lisais pas tant que ça, cette année j'en ai lu énormément, et surtout mon obsession pour les fake dating, parce que j'ai découvert que ce concept m'obsédait, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça hyper cool et à chaque fois les romans sont incroyables. J'ai découvert ça avec The Spanish Love Deception, je vous en ai déjà parlé aussi je crois, et puis en général ce livre est assez connu si vous lisez un peu de romance. Mais c'est l'histoire de Lina qui doit rentrer chez elle en Espagne pour le mariage de son cousin, de sa cousine. Je ne me souviens plus de sa sœur tout à fait. Sauf qu'en fait, il y a quelques temps, on lui a demandé ça se passe comment ta vie et tout, et elle a un peu paniqué, Lina, et elle a menti en disant qu'elle avait un copain, sauf qu'elle n'a pas de copain. Et du coup, maintenant, elle doit arriver au mariage de sa sœur en disant je suis célibataire. Et pour plein de raisons en rapport avec son passé qu'on découvre au fur et à mesure, elle peut pas faire ça. Elle sent qu'elle va pas y arriver. Et il se trouve qu'un de ses collègues de travail qui s'appelle Aaron va lui proposer d'être son fake dating, du coup d'être son faux petit ami pour le mariage de sa sœur. Ce qu'il faut savoir c'est que Aaron et Lina ils peuvent pas se blairer en fait. Donc Lina elle est un peu en mode what the fuck, pourquoi tu me proposes ton aide mec? Sauf que voilà, on apprend plein de choses sur eux, c'est leur petit rapprochement, c'est absolument incroyable. Il y a un peu de smut, moi j'avais pas l'habitude de lire du smut, j'aime pas particulièrement ça. Mais bon, il était là et franchement ça se lit. Les personnages sont vraiment cool. L'autrice, elle a beaucoup d'humour. Son style est vraiment génial. J'ai adoré. Entre-temps, j'ai lu d'autres romans d'elle. Enfin, un autre roman d'elle. Je vous en parlerai plus tard, mais il est aussi dans mon top 25, donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai adoré. J'ai aussi lu et adoré Amy versus Oliver, qui est aussi paru aux éditions PKJ. Déjà, j'ai craqué sur la couverture. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve très très belle. Voilà. Et c'est l'histoire de Amy qui est très très douée à l'école. Elle a son plan d'avenir tout tracé, sauf que elle, en fait, elle adore aussi la musique et elle se dit ouais mais est-ce que ce serait pas cool aussi de poursuivre un peu mon rêve par rapport à la musique, tout ça. Sauf que ça mettrait à mal tout son plan pour elle à l'université et elle va se faire un petit compromis. Elle va se dire ok, on abandonne le rêve de la musique, mais je trouve un job d'été dans un disquaire de ma ville. Et c'est là qu'elle va rencontrer Oliver qui lui est son exact opposé. Il a lâché le lycée, il est totalement à la dérive parce que il a pas eu une vie très très facile. Et le choc entre les deux est assez important quoi, parce qu'ils ont deux visions de la vie totalement différentes. C'est une très très jolie romance aussi. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, j'ai adoré les personnages. J'ai pleuré à un moment, voilà, je le dis, soyez préparés quand même. J'ai tendance à pleurer pour rien, mais c'est vrai que c'était très émouvant parce que on aborde des sujets quand même sur les rêves, sur la détermination, sur les traumatismes qu'on peut avoir qui peuvent nous bloquer. Vraiment, très très bien. J'ai lu beaucoup de romances et j'ai aimé beaucoup de romances. Je ne pensais pas, mais la plupart sont quand même très centrées sur des contemporains. Je pensais qu'il y avait beaucoup de fantaisie, mais pas tant que ça au final. Bref, j'ai ensuite lu Perfect on Paper, donc de Sophie Gonzalez. C'est l'histoire de Darcy qui
tient une rubrique un petit peu secrète. En fait, elle a récupéré un casier abandonné dans le lycée. Les gens mettent des messages dedans en disant par exemple ouais, je sais pas comment avouer à ma meilleure amie que je l'aime, etc. Oui, je ne sais pas comment faire pour que mon père me laisse plus de liberté, blablabla. Et elle, en fait, elle répond du coup dans une petite gazette ou par mail, je ne sais plus, et elle se fait payer en échange. Son petit plan fonctionne très très bien, personne ne sait quel est le mystérieux conseiller conjugal de tout le lycée, jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir son identité et la faire chanter, puisque le garçon en question lui dit écoute, si tu ne m'aides pas à reconquérir mon ex, je révèle à tout le monde qui tu es et ce que tu fais, ce qui pourrait quand même lui causer beaucoup de problèmes, d'autant plus que elle a quand même donné des conseils à des gens très proches d'elle, notamment sa meilleure amie, et c'est possible que c'est un petit peu perturbé les relations de sa meilleure amie, puisqu'en fait elle est amoureuse en secret de ta meilleure amie. Bref, vous avez compris un petit peu le schmilblick, c'est compliqué et elle va devoir gérer tout ça, se rapprocher de ce garçon, mais en même temps être toujours attirée par sa meilleure amie, et qu'est-ce qu'on fait, etc. Et bref, c'était vraiment trop trop cool, très bien écrit, très drôle aussi, une très belle histoire, vraiment. Je sais que je me répète beaucoup, mais vous avez compris, c'est des coups de cœur à chaque fois, et là, particulièrement, je l'ai trouvé très addictif. Là encore, dans un autre registre, j'ai lu All My Rage de Sabaa Tahir. Je l'ai lu en anglais, hein, il n'est pas encore sorti en français. C'est un roman, alors pour ados, mais qui aborde des sujets quand même très difficiles. On va parler de racisme, on va parler de deuil, de maladie, on va parler d'amour, d'amitié, de violence, de traumatisme. Enfin vraiment, c'est quand même très dur, mais c'est une très très belle histoire. Je sais que je le résume très très mal, mais c'est un roman hyper complexe et vraiment bouleversant que je ne peux que vous conseiller. C'est un livre absolument incroyable qui mérite d'être lu et qui devrait être lu selon moi. On revient à mes petites romances un peu cucu, toujours du fake dating, de Love Hypothesis bien sûr. C'est l'histoire de Olive qui travaille dans un labo, elle est passionnée par la science, etc. Mais Olive, elle a un petit souci, c'est-à-dire que sa meilleure amie est en gros crush sur l'ex d'Olive. Et c'est une très bonne meilleure amie, du coup elle dit non mais il ne se passera rien entre nous puisque c'est ton ex. Olive, elle veut lui faire comprendre qu'elle s'en bat les steaks. Tu peux y aller, prends-le mon ex, je m'en fous, tout ce que je veux c'est que tu sois heureux. Si c'est avec lui, bah tant mieux. Voilà. Olive, elle est plutôt cool aussi. Sauf que la meilleure amie ne la croit pas et Olive, elle panique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle embrasse le premier mec qu'elle croise pour faire croire à sa meilleure amie qu'elle est passée à autre chose. Le premier mec qu'elle croise se trouve être Adam, qui est un professeur réputé dans l'école, mais qui surtout est une petite insulte, mais on va le dire, c'est un vrai connard. Il a vraiment une réputation très très compliquée et du coup ils vont se retrouver à faire semblant de sortir ensemble pour convaincre la meilleure amie. Il y a plein de sujets qui sont abordés, voilà, c'est le milieu un peu académique qui est vraiment très intéressant. Il y a du féminisme, il y a de la romance, il y a du smut aussi. Voilà, c'est comme ça, hein. Il y a de l'humour, vraiment, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que quand l'autre roman de l'autrice est sorti, je me suis jetée dessus, vraiment je l'ai littéralement dévoré. Et j'ai donc aussi lu Love on the Brain qui fait aussi partie de mon top 25. Et je crois que j'ai encore plus aimé Love on the Brain que The Love Hypothesis. Et c'est pas peu dire. C'est l'histoire de Bee qui elle aussi travaille dans les sciences. Elle est sélectionnée pour faire partie d'un projet hyper intéressant pour construire un casque pour les astronautes dans l'espace, donc c'est un truc de ouf. Sauf que, le responsable de ce projet, c'est son ennemi juré depuis leurs études. Il s'appelle Levi. Apparemment ils se détestent, mais est-ce qu'ils se détestent vraiment? Là aussi c'est très féministe, c'est hyper addictif. C'est tellement cute, franchement la romance. C'est pas un fake dating, mais il y a ce côté, vous savez, les secrets, les non-dits et tout, et enfin franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. Je vous ai pas précisé, mais The Love Hypothesis a été traduit en français, donc go go go, on y va. Et du coup, j'espère que Love on the Brain sera aussi traduit, puisque absolument incroyable. Énorme, énorme, énorme coup de cœur de cette année, j'ai découvert Legendborn de Tracy Dehan, qui est sorti aux éditions J'ai lu. C'est une pépite, vraiment les gars. Là pareil, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo spécialement sur ce livre tellement je l'ai aimé et tellement j'aimerais que vous le lisiez parce qu'il est incroyable. C'est l'histoire de Brie qui a perdu sa maman et elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose qui explique la mort de sa mère. Et quand elle arrive à l'université dans un programme avancé, eh bien elle va décider de mener l'enquête et surtout elle va un jour voir des démons, voilà, qui se baladent comme ça sur le campus et des étudiants plus âgés qui vont les trucider. Et elle est encore plus persuadée que ça a un rapport avec la mort de sa mère. Du coup, elle va intégrer cette société secrète et essayer de mener l'enquête. Ça va révéler plein de choses sur elle, sur son passé, sur la fac dans laquelle elle étudie. Une pépite, vraiment. C'est un peu dense, voilà, faut être préparé parce que c'est très original, il y a beaucoup de rebondissements, il y a un univers très dense. Donc il faut le temps de rentrer dedans, mais c'est incroyable, les personnages sont incroyables, le style est incroyable, la couverture est incroyable. Vraiment une grosse pépite. Je veux la suite, je veux la suite. Je veux retrouver Brie et Selwyn, s'il vous plaît. J'ai retrouvé avec plaisir le style d'Amandine Peter, autre découverte de cette année, avec le roman Blue Lake, dont je vous ai aussi parlé sur une vidéo, puisque voilà, ça a été un coup de cœur.
C'est l'histoire de Blue qui travaille dans une station-service égout. Non, comment on dit? Une station d'épuration, voilà, c'est ça que je voulais dire. Puisqu'en fait, dans son monde, quand on utilise la magie, donc quand on est dans la partie haute de la ville, qu'on est des sorciers, des ex-meisters, c'est ça le terme exact, quand on utilise la magie, eh bien ça fait une sorte de déchet. Et ce déchet, on le met à la poubelle et après, il faut que ce soit traité, puisqu'il faut que ce soit traité correctement pour ne pas que ça encombre les tuyaux, enfin bref, que ça parte tout en cacahuète. Et ça, c'est le travail de Blue, donc c'est pas hyper fun, mais elle fait aussi un petit recel de résidus magiques à côté de ça pour arrondir ses fins de mois. Jusqu'au jour où elle tombe sur un résidu un petit peu particulier que tout le monde veut, ça va la mettre dans plein d'ennuis, elle va être propulsée sur le devant de la scène, elle va rencontrer des gens très intéressants mais très mystérieux. L'univers est vraiment très original, c'est de l'urban fantasy, incroyable. J'en lis pas beaucoup, donc c'est vrai que j'ai pas énormément de points de comparaison, mais j'ai trouvé ce roman vraiment génial, je l'ai dévoré et je suis avec attention l'autrice qui est en train d'écrire et de peaufiner le tome 2. J'ai vraiment hâte de retrouver Blue, d'autant plus que ça se finit sur le petit cliffhanger qui va bien, le petit cliffhanger des familles. J'ai vraiment hâte. Autre coup de cœur, Plus forte que toi, qui est paru aux éditions Hachette. Et lui, ça a été une énorme pépite que j'aimerais que tout le monde lise tellement c'était beau, c'était touchant, c'était drôle, c'était émouvant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui change de lycée et elle doit s'occuper beaucoup de son frère qui est malade. Je suis pas tout à fait sûre de mes informations là, mais en tout cas il y a ça, elle a beaucoup de pression de la part de sa famille et c'est une personne grosse et du coup elle s'en prend plein la tête puisque les gens sont des connards, excusez-moi de le dire mais il n'y a pas d'autre façon de formuler les choses. Jusqu'au jour où dans son nouveau lycée elle se fait des nouveaux amis, elle rencontre un garçon. C'est une romance mais pas que, ça parle aussi de voilà d'acceptation parce qu'elle a eu un passé assez compliqué puisqu'elle a été harcelée, elle a un traumatisme assez fort. Elle est aussi passionnée par l'art donc elle va chercher un moyen de s'échapper grâce à ça. Vraiment, c'est très bien écrit, c'est très beau, la couverture est jolie, donc franchement, qu'est-ce que vous attendez? Je vous disais bien sûr que voilà, quand j'avais une idée en tête, je ne la lâchais pas, donc forcément, après mon coup de cœur pour The Spanish Love Deception, je me suis jetée sur The American Roommate Experiment, puisque bah, c'est Elena Armas. C'est un tome compagnon, puisque dans The Spanish Love Deception, Lina a une meilleure amie qui s'appelle Rosie, et là, c'est le tome sur l'histoire de Rosie, du coup. Rosie qui squatte l'appartement de sa meilleure amie sans la prévenir pendant que celle-ci est en vacances. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'appartement. Il s'avère que c'est le cousin de Lina, sur qui Rosie a un énorme crush depuis très longtemps. Et ils vont devoir cohabiter. Voilà, il y a d'autres histoires qui se rajoutent à tout ça, mais vraiment, une pépite. Je pourrais pas dire que j'ai préféré The American Roommate Experiment à The Spanish Love Deception. C'est à peu près kiff-kiff, mais vraiment, comme pour Ali Hazelwood, comme pour Amandine Peter et Sophie Gonzalez, franchement, quand tu découvres une autrice et que tu lis 2 de ses romans dans l'année et que les 2 romans sont dans ton top 25, c'est quand même des valeurs sûres. En plus, il faut savoir que Elena Armas, elle est trop fan de Sebastian Stan. I feel you, girl. Évidemment, j'ai sauté sur Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Comme toujours avec cette autrice, c'est un énorme coup de cœur. C'est l'histoire de Carrie Soto, qui est une joueuse de tennis mondialement réputée. Elle a brisé plein de records, elle a remporté plein de tournois. Elle décide de prendre sa retraite, sauf que quelques années après ça, il y a une petite jeune qui arrive et qui commence à briser elle aussi les records qu'a instauré Carrie Soto. Donc elle décide de ne pas se laisser faire et de remonter sur le ring, en l'occurrence sur le court de tennis, mais pour montrer qu'elle est toujours la meilleure. C'est incroyable parce que, je le dis clairement, je n'aime pas le tennis, je ne comprends rien au sport, ça m'intéresse pas particulièrement en plus. Donc là c'est un roman entièrement sur ça et c'est quand même assez détaillé, les histoires d'entraînement, comment ça se passe dans les tournois, etc. Donc je me suis dit peut-être que je vais pas accrocher, et bah si en fait, parce qu'elle a un don incroyable cette autrice pour créer ses personnages, pour créer son ambiance. Impossible de lâcher le roman, à tel point que franchement, je pense que quand j'étais en train de lire, tu m'aurais dit on regarde Roland Garros, je t'aurais dit chaud, go, let's go, alors que je n'aurais rien compris, mais juste pour l'ambiance et pour le personnage de Carrie, les personnages qui l'entourent, incroyable. Évidemment, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue et il fait partie de mes coups de cœur en plus, toujours. Cette édition absolument magnifique. Entre-temps, j'ai pu rencontrer l'autrice qui m'a dédicacé mon livre. J'en profite pour vous redire d'ailleurs que j'ai fait une petite interview de Willy Schwab, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien par ici. Et de toute façon, c'est sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Un coup de cœur pour ce roman, un gros coup de cœur, et pourtant j'avais très peur en l'attaquant parce qu'on m'avait dit ça passe ou ça casse, c'est très lent, c'est très contemplatif. En gros, soit tu rentres direct dedans et tu adores, soit ça traîne trop et tu décroches et du coup tu n'apprécies pas ta lecture. Et moi, en fait, dès le début, j'ai accroché. C'est l'histoire de Adi, qui est une jeune femme en France dans les années 1700, je crois,
elle doit se marier, elle a pas du tout envie, du coup elle passe un pacte avec un démon qui lui donne la vie éternelle, mais en échange, personne ne se souvient jamais d'elle. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans la pièce, tu vas lui parler, blablabla, tu pars pisser, tu reviens, tu te souviens plus d'elle. C'est quand même compliqué quand on a la vie éternelle parce que c'est du coup une vie très solitaire. Donc elle vit comme ça, elle traverse les époques jusqu'au jour où elle arrive à New York à peu près à notre époque et elle va rencontrer quelqu'un qui va se souvenir d'elle. Elle va essayer de comprendre pourquoi, ils vont se rapprocher forcément, enfin voilà, c'est effectivement très contemplatif, c'est très très lent, la mise en place, on alterne entre la vie de Addie au fil des siècles et le moment où elle rencontre du coup Henry à New York, mais c'est incroyable, le style est incroyable, l'ambiance est tellement immersive et addictive que tu peux pas lâcher le roman, c'est impossible, et c'est très très original, il y a les rebondissements, il y a les retournements, les personnages sont extrêmement bien construits, vraiment une pépite. Une pépite. Autre obsession débloquée cette année, les romans de Sarah Morgan, puisque j'avais récupéré celui-ci au travail. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, why not, etc. Voilà, on tente. J'ai lu pas mal de romans de Noël cette année, et celui-ci s'inscrivait bien dans cette vibe, donc je me suis dit, tu sais quoi, on y va. Et en fait, j'ai réveillé un monstre. Le monstre étant moi, et l'objet du désir de ce monstre étant les romans de Sarah Morgan, puisque à chaque fois, j'en ai lu plusieurs du coup depuis, à chaque fois, elle a une manière de créer ses histoires, de construire ses personnages qui me rend totalement accro, alors que, objectivement, l'histoire est très lente. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de... On pose le contexte, on pose l'ambiance, etc. C'est génial, mais c'est très lent. Et pourtant, je suis à fond, j'adore. Et là, c'est sur, ça s'appelle comment? Snow Crystal. C'est le nom de la station de ski qui appartient à une famille, et dans cette famille, il y a 3 frères. Du coup, il y a 3 tomes pour, à chaque fois, l'histoire d'amour d'un des 3 frères. Pépite, vraiment pépite. Il y a un petit peu de smut aussi, mais c'est pas non plus incroyable. Et surtout, c'est très addictif. Et je suis tombée amoureuse des personnages, vraiment. Et pour finir, mon 25e coup de cœur de cette année, c'est pas forcément que ce tome, mais c'est la suite bien sûr de la saga Assoiffée parue chez PKJ. Pour vous faire un topo rapide du premier tome, donc Assoiffée, c'est l'histoire de Grace qui perd ses parents et qui doit du coup rejoindre son oncle qui tient un pensionnat au fin fond de l'Alaska. Elle arrive, assez innocente la petite Grace, et là elle se rend compte qu'en fait les élèves c'est des loups-garous, des dragons, des vampires, qu'en plus elle est en crush sur le roi des vampires. On va très vite découvrir que Grace elle-même c'est pas la fille tout à fait lambda. Bref, c'est des créatures surnaturelles à gogo, c'est des clichés à gogo aussi, faut être préparé quand même, mais c'est incroyablement addictif. Les personnages sont vraiment cool, et plus on avance, plus on approfondit l'univers, plus on approfondit les relations entre les personnages. Pépite. Donc ça c'est le dernier tome sorti, qui est sorti là en fin d'année, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Franchement, lisez la saga Assoiffée. Préparez-vous à des clichés, mais préparez-vous surtout à être totalement happé. Oh, on aurait dit un mauvais jingle. Et c'est pour ça que je travaille pas dans la com. Ou dans le marketing d'ailleurs. Et bah voilà, est-ce que j'essaye de faire une petite pile avec tout ça? C'est risqué quand même, mais on tente. Oui, bah du coup ils y sont pas tous, mais je vais m'arrêter là parce que sinon on me voit plus, et surtout sinon j'ai peur de les faire tomber et de les abîmer. Voilà donc pour mes déceptions et mes meilleures lectures de 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un, à me faire votre petit retour. N'hésitez pas surtout à me dire quelles ont été vos meilleures lectures et vos déceptions de 2022, puisque je suis très curieuse de savoir si je les ai lues, ce que j'en ai pensé. Si je ne les ai pas lues, je les ajouterai à ma pile à lire. J'espère surtout que la vidéo vous a plu. Ce petit bilan, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que du coup ça m'a permis de me remémorer toutes ces bonnes lectures que j'ai fait durant cette année 2022. J'espère que 2023 sera tout aussi productive, que je ferai d'aussi belles découvertes, et j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me fait toujours super plaisir. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Hihi. Vivement 2023 pour voir ce que cette année nous réserve, et je vous fais des bisous. Bye.